Donc bonjour tout le monde. Le dernier des bonus sur 40 épisodes, ça fait 50 jours quand même à écouter des trucs, c'est pas rien. Si le cœur vous en dit, vous pouvez les regarder à nouveau sur YouTube. Les bonus sont pas encore en ligne parce que ce sont des bonus. Et que la petite œuvre que vous avez sous les yeux, c'est un trébuchet par Marcel Duchamp, c'est-à-dire un jeu de mots avec une patère qui était dans son atelier et qu'il a fixé sur le sol, histoire qu'on puisse se casser la gueule en trébuchant dessus. Trébuchet avec un T à la fin, c'est une figure d'échec. C'est une façon de sacrifier une pièce pour faire tomber le reste. Et donc, la façon de poser la question, pourquoi j'ai pris Duchamp? Parce que finalement, il est le gars qui nous fait pas mal réfléchir. Et le rapport entre des œuvres qui font de plus en plus réfléchir et qui questionnent, et celui de voir les images que comme des images, est au cœur de l'époque moderne, puisque vous allez le voir assez facilement. À la fois, la figure de l'intellectuel est exactement contemporaine. Voilà, Winkelmann qui va donner des petites préconisations sur comment on pourrait regarder l'art d'avant. Et puis le petit monsieur Diderot en 1767, le voilà joliment peint. Et on ne le dit pas parce que c'était pas dans notre période, mais il y a une grande école de la sculpture française. C'est un portrait de Pigalle qui n'a pas qu'un nom de carte de Monopoly ou de quartier chaud. C'est aussi un merveilleux sculpteur. Et ici, il est exposé à la Galerie de l'Évolution du Louvre-Lens, Galerie du Temps. C'est l'occasion de regarder comment, quand on est dans une grande pièce à la Galerie du Temps du Louvre, on peut avancer et en regardant une galerie, on voit sur les côtés, parallèles à soi, les autres œuvres des mêmes temps et au loin, ce qui nous atteindra un peu plus tard, ce qui est une façon de faire évoluer la représentation du temps. Donc le premier des récits, entre guillemets, qu'on peut faire pour ce 10e bonus sur la figure de l'intellectuel, c'est que il y a toujours eu des penseurs, il y a toujours eu des philosophes, il y a porosité, refus entre l'un et l'autre, puisque dès Platon, il propose de ne pas prendre les peintres dans la cité idéale, puisque c'est quand même un peu des trompeurs. Et en même temps, il y a de ces lectures, de ces rencontres avec des intellectuels, chez les artistes, beaucoup de nourriture qui vient de ça. Mais la passerelle entre les deux, moi qui ai une double casquette, j'ai une grosse tête entre l'histoire de l'art, la pratique picturale et l'histoire des idées, il y a assez peu de porosité finalement. On pourrait penser qu'il y en a tout le temps, et en fait, pas tant que ça. D'ailleurs, je voyais dans la description du système des connaissances humaines de l'encyclopédie que la raison est quand même le point central qui nous donne une grande philosophie, mais que l'imagination est une petite voie de garage. Donc je ferai aujourd'hui le retour sur cette histoire des intellectuels, comment elle a accompagné ce mouvement de la modernité, comment elle est terminée, en fait, cette histoire des intellectuels, cette figure de l'intellectuel. Alors là, il y a des bibliothèques entières, pas que des livres, qui parlent de ça, donc je ne me frotterai pas à ces sujets qui sont compliqués, mais je vous inviterai à aller y regarder, c'est-à-dire comment un intellectuel, un penseur va pouvoir prendre la parole publique, défendre quelque chose. On va regarder cette figure de cet intellectuel sur cette période de 1800-1940, et ça me permettra quand même de voir comment elle s'est terminée, comment elle se termine en même temps que l'histoire de l'art. Comme dit un historien de l'art, Hans Belting, l'histoire de l'art est finie. Et on va voir en quoi et comment on peut se quitter bons amis en pensant qu'il y a peut-être une autre histoire de l'art qui est à faire, qu'on a essayé d'esquisser de plein de façons. J'aime bien ce portrait de David parce que je vous ai montré des David dans le premier cours et que c'est un immense peintre, mais que dans ce portrait de Monsieur Lavoisier avec sa femme, un scientifique, j'aime bien y voir la cuisse, une belle cuisse de scientifique. On n'en voit jamais, en fait. Vous ne vous dites peut-être pas ça, mais un intellectuel, souvent, c'est un cerveau, un visage, des mains, peut-être, quelqu'un en train d'écrire. Voilà, Marat, on le voit à mi-bain. Et là, on a une petite patte légère qui s'approche d'une éprouvette géante. Voilà. Qu'est-ce que vient faire ce petit morceau ici? On se demande. C'est pas comme ça qu'on traite des intellectuels. Enfin, voilà, un intellectuel, c'est comme le Giraudet, le grand romantique dont il y a un musée à Montargis. C'est à aller le voir, c'est tout à fait accessible. Il ouvrira sans doute bientôt. Il est migrant, il est mi-petit, mi-migrant comme musée.
voilà, représenter Chateaubriand, c'est une façon d'évoquer des influences. Même chose avec Byron, des influences de poètes, d'auteurs, mais aussi des gens qui vont faire penser autrement Goethe, même chose, c'est-à-dire faire penser le rapport au temps, le rapport aux images, aux références, qui vont changer. Cette construction, voilà, Hugo et sa grosse tête, au moment de la bataille d'Hernani, dont vous savez qu'elle est un peu le parangon, le repère de cette opposition de nouveau contre l'ancien, et une façon qu'on a de présenter l'art moderne, toujours la nouveauté contre l'ancienneté. On a essayé de questionner ça régulièrement. Et chez les intellectuels, on peut avoir Cézanne qui représente ses amis Alexis et Émile Zola, dont on a tendance à simplifier quand même beaucoup le rapport comme une sorte de rapport d'amitié, de vacherie. Voilà, Cézanne se serait moqué de lui dans l'œuvre, mais finalement, c'est plus compliqué que ça, ce qui est vrai. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'on pense que Zola aurait influencé Cézanne et pas l'inverse? Voilà, c'est assez drôle que les hommes de l'intellect seraient ceux qui nourrissent les artistes et que l'inverse se fasse pas de la même façon. Même façon de questionner. Le Panthéon Nadar, je vous ai peut-être dit que Nadar était un génie. Enfin, c'est important à noter. Si on se quitte sur un truc, c'est ça. Voilà, il est d'abord illustrateur. Il fait une sorte d'inventaire un peu flamboyant de toutes ses références, mais finalement, quand on prend les photos du génie photographe Nadar, qui fait pour la première fois de la photo un art, je dirais ça comme ça, voilà, Émile Littré, Georges Sand, Élisée Reclus, est-ce que finalement les gens que le photographe prend en photo, est-ce que ce n'est pas une façon de faire le portrait du photographe que de voir les commandes, mais aussi les amitiés qu'il va valoriser? Élisée Reclus, il faut absolument lire ça. Il peut être à la fois géographe, anarchiste et écologiste avant tout le monde. Vraiment une merveille méconnue. Voilà comment, prenant en photo Gérard de Nerval, le Baudelaire qu'on ne connaît pas, celui-là c'est la troisième. Comment finalement, ce sont des portraits de ces hommes que l'on peut voir ainsi, à qui on met une image, alors qu'en tant qu'auteur, ils sont en train de manipuler les images, mais pas de les faire. Voilà, même chose avec Proudhon. Et si ces portraits étaient un portrait de Nadar, de tout ce qu'il a approché, Bakounine, Proudhon, je vous disais, il était assez familier du milieu anarchiste. Et Louise Michel, qui n'est pas prise en photo par Nadar, mais qui, justement, là aussi, donne une indication sur ce que serait un intellectuel, une institutrice. Pas suffisant. Une institutrice qui pense et qui écrit brillamment. Et qui peut donner un programme qui nous irait encore aujourd'hui. Les instituteurs, et je m'y reconnais un peu, j'espère y participer modestement, donnent les moyens de se révolter, en fait. En apprenant, c'est la meilleure façon de ne pas donner des leçons sur ce qu'il faut faire, mais en apprenant, on découvre ce que d'autres gens pensent, on sort de son propre univers et en se confrontant à cet autre, on se transforme soi-même. On a beaucoup fait presque d'un genre chez Fantin-Latour, le studio Batignolles, un hommage à Manet, ou celui-ci de Fantin-Latour également, puisqu'on y voit Verlaine et Rimbaud. Là, souvent rangés dans des livres de français de première, et puis peu vus comme une façon de regarder les rapports qu'il y a entre les peintres et les écrivains penseurs. Et j'aime bien cette image-là, c'est que voilà une nana de Manet de 1877, alors que le texte Nana de Zola sortira en 1880. Tiens. Et si on osait penser, d'autres l'ont fait avant moi bien sûr, que Manet aurait influencé Zola. Mais ça change notre logiciel, notre façon de regarder la peinture. Ce ne serait donc pas qu'un truc de barbouilleur et d'imagier, mais peut-être une façon, encore Manet qui représente Zola et qui, dans un manifeste signé de son nom, joue des références. Velázquez, Utamaro et Manet lui-même, et puis un petit paravent japonais. Voilà, ici, le rapport de l'image à l'imaginaire était une façon de savoir, parce qu'on oublie souvent, mais dans ce petit texte de Zola, 1880, nous sommes loin de la chimie, de la physiologie, nous ne connaissons pas encore les réactifs qui décomposent les passions, mais de même qu'il y a une médecine expérimentale qui jeûne, il y aurait un roman expérimental. C'est-à-dire, il fait l'hypothèse que l'imaginaire, la création littéraire peut être une source de savoir. Il y a des gens régulièrement dans cette époque moderne qui se sont dit, tiens, et si l'imagination était une capacité de connaissance? Et vous vous doutez que
à la fois c'est une idée qui est assez poétique, mais qui est quand même pas très prise au sérieux. On n'enseigne pas encore l'imagination à l'université. Voilà, cette figure de Van Rysselberghe qui va prendre là aussi portrait de groupe littéraire avec le merveilleux Émile Verhaeren qui lui aussi compte beaucoup dans ce développement symboliste. Et puis dans ces figures, la première des intellectuels, Octave Mirbeau, dont j'ai beaucoup parlé, qui va à la fois défendre les artistes. Voilà, vu de Pissarro, c'est le jardin de Mirbeau. Parce que ce que Mirbeau décrit, je le reprends encore à Wikipédia, qui est tout à fait à questionner continuellement. Hein. J'en suis servi comme un appui pour que tout le monde puisse aller chercher. L'écrivain Octave Mirbeau définit la mission de l'intellectuel, dégager des contingences. L'action doit se réfugier dans le livre, c'est dans le livre seul que dégager des contingences malsaines et multiples qui l'annihilent et l'étouffent. Elle peut trouver le terrain propre à la germination des idées. Les idées demeurent, pullulent, elles sont semées, elles sont germées, elles fleurissent, et l'humanité vient les cueillir. Elles sont ensemencées dans un livre et elles poussent après pour être attrapées. Et Mirbeau défend Van Gogh, il est un des très rares à le défendre de son vivant. Il défend Rodin, qui fait son portrait en retour. Voilà comment ces échanges intellectuels nourrissent, comment on les retrouve dans les textes des auteurs et dans ces figures d'intellectuels, mais comment finalement les peintres ne peuvent pas être très facilement, peut-être même jamais, vus comme des intellectuels drôles d'erreurs. Voilà, défendre Renoir également. Et pour prendre un exemple similaire, mon numéro 2, vous connaissez sans doute peu le Sar Joséphin Péladan, qui mange des sardines, vous le savez, puisque le Sar dîne à l'huile. Comment, dans ce portrait charge, on retrouve un homme qui a beaucoup compté dans la peinture et dans le mouvement symboliste, qui était tout à fait contestable, mais il organise le premier salon des Rose-Croix en 1896. Ce jour-là, l'idéal eut son temple et ses chevaliers. Nous sommes les Maccabées du Beau. Vous voyez, on peut regarder tout en bas les salons. C'est les derniers événements du 19e siècle qui font figure de renouveau pour l'idéalisme. J'avais expliqué qu'ils étaient un peu critiques du progressisme. Ils sont plutôt proches du mouvement symboliste, mais s'y retrouvent quand même dans ces Maccabées du Beau. Nous allâmes apporter à Notre-Dame, au pied de notre suzerain Jésus, l'hommage du temple et l'agenouillement des Rose-Croix. On pourrait penser à un homme un peu perché. Là, il y a quand même Knopf, Baudelaire, Schwab, Bourdelle, 20 000 Parisiens, le tout Paris mondain artistique, Mallarmé, Zola, Verlaine, Moreau viennent le visiter. Musique de Eric Satie. Et puis, il y a des élèves de Rouault, de Moreau, comme Gustave Moreau, ou les Nabi qui y participent. Voilà, même si Moreau puis Chavannes refusent. Donc, finalement, des artistes qui sont des intellectuels qui sont un peu fantasques, qui sont un peu mis de côté. On a du mal à voir, hormis dans des biographies, de regarder comment le travail de Rouault, Gustave Moreau ou Bourdelle pourrait se frotter à ces Rose-Croix, à des choses qui ont l'air d'être pas de la philosophie ou pas du savoir sérieux. La catégorisation du savoir, le fait de mettre à part les intellectuels d'un côté et les artistes de l'autre, questionne l'histoire de l'art. Et puis la figure de l'intellectuel numéro 3, la plus célèbre, on dit que la figure de l'intellectuel arrive avec Zola et cette affaire Dreyfus, qui j'ai été obligé de l'éluder parce qu'elle va couper la France en morceaux, et pas qu'un peu, puisqu'on aura quand même chansons créées par le local de la jeunesse antisémite. On va avoir une fracture en France, pas qu'un peu, hein, qui va faire se disputer Degas et ses amis, jusqu'à permettre à Carandache de faire ils n'en ont pas parlé et ils en ont parlé en dessous. On pourrait y retrouver un hommage Cabu 100 ans plus tard peut reprendre la même image pour jouer avec, c'est-à-dire il y a une espèce de circulation des images qui font récit, qui font histoire et qui sont au cœur d'une histoire politique. L'illustration, le petit journal vont continuer, on le verra même au cinéma, je vous l'ai montré comment Dreyfus va devenir un vrai sujet. Et comment donc il ne s'agit pas seulement de l'actualité politique qui peut nourrir, mais aussi le débat d'idées, qui va nourrir les images directement, les fabriquer, les faire circuler. Et cette troisième figure me fait parler évidemment de la presse et de Valentin. Alors, une quatrième figure qui n'est pas connue parce qu'elle est plutôt conservatrice de droite, c'est Paul Bourget, qui va à la fois être le témoin de cette affaire rocambolesque Caillot. Voilà, c'est quand même la femme du ministre des Finances qui tire sur le directeur d'un journal, quand même, c'est quand même pas rien du tout. Et Bourget en est
le, le, le témoin, il va être ici cité au procès du Figaro, et vous voyez ce qu'il fait avec son parapluie. Il est un des premiers à masquer son visage vis-à-vis de la presse, même si il est connu par ailleurs, évidemment. Le même Paul Bourget est à la fois un homme qui sera reçu à l'Académie, proche des mouvements de droite, Maurice Barrès. À son enterrement, il y aura le Pétain d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, le même Paul Bourget qui influence Nietzsche. Voilà, cette idée d'une psychologie dans le récit va tout à fait le passionner. Donc, on est sur des choses morales, sur l'écrivain engagé qui va prendre position et qui va dépasser son statut d'état scribouillard pour aller plus loin et se positionner. Le quatrième, qui est redoutablement difficile, tellement il est polémique, c'est le André Gide, dont le journal, sa vie personnelle est une chose incroyable, puisqu'à la fois sur son voyage au Congo, tout comme sur son retour du RSS, il va être l'intellectuel qui va, dans les années 20, 30, être compté plus que tout et être en même temps la cible, par exemple avec Aragon dans les années 30, de l'opposition du Parti communiste. On a une circulation des idées intellectuelles. La figure de l'intellectuel arrive avec ce romantisme, avec cette place de la parole par la presse, par la circulation des idées, mais finalement son rapport avec l'image est peu questionné. Intéressant. Alors, regardez cette merveille de Moscou Boucault sur la place que l'affiche rouge va avoir dans les années 40 et comment, jusqu'en 81, quand il veut diffuser son film à la télévision française, il y a encore de la censure en France. Voilà. Cinquième figure, Gramsci, je vais vite, intellectuel italien, les années 20, qui va écrire en prison. Et le petit résumé Wikipédia un peu beaucoup rapide, mais qui m'intéresse, voilà, qui va parler du rôle des intellectuels, comment est-ce qu'ils sont, comment ils prolongent un pouvoir bourgeois et comment ils doivent être au cœur de réveiller le prolétariat. Et comment, par exemple, sur cette notion de folklore, Gramsci est intéressant de savoir est-ce qu'on peut regarder autrement le folklore. Et puis, j'aurais pas le temps de vous passer le monsieur le plus célèbre intellectuel, mais la fin, d'abord, qui dit ce qu'est un intellectuel, Sartre. ils se recrutent dans l'ensemble que nous pourrions appeler les techniciens du savoir pratique. Vous connaissez le monsieur Sartre qui est la figure absolue de l'intellectuel, mais qui la termine en fait dans ces années 40 parce que on a, j'en ai choisi rapidement puisque ça serait tellement difficile de développer, le Cocteau qui est une merveille de dandysme, qui est à la fois celui qui peut dénoncer l'arnaque de la Première Guerre mondiale, être celui qui accueille Arnaud Breker, le sculpteur nazi à Paris en 44, et être en même temps l'ami de Jean Marais qui va casser la gueule aux critiques. Vous n'avez qu'à regarder le film de Truffaut. Le même Céline, voilà, la figure de l'intellectuel compliqué, le lire, pas le lire, séparer la vie de l'œuvre, voilà toutes les questions que pose, et le Sartre qui va fabriquer contre la guerre du Vietnam dans les années 60 le tribunal Russell. Voilà. Est-ce qu'un intellectuel peut sortir de son boulot, aller plus loin en prenant position contre l'univers, voilà, contre l'espace politique? Alors la piste pour répondre, c'est chez Belting. L'histoire de l'art est-elle finie? C'est facile à résumer. Voilà, depuis Hegel, la fin de l'art est proclamée. Mais ce qui, à l'évidence, a sombré, c'est un livre qui date d'il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas l'art lui-même, mais l'idée qu'on s'en faisait. La fin de l'art, c'est d'abord la fin de l'histoire de l'art. De l'art comme une histoire, en fait, c'est-à-dire d'un grand récit. Voilà, aujourd'hui, à l'ère des arts plastiques, des performances, des installations, c'est une conception plutôt ouverte et pluraliste. Donc, l'histoire de l'art, elle se termine avec cette modernité. Il ne s'agit plus d'aller dans un grand récit avec des ismes qui se succèdent. Quelque chose s'est ouvert et qui est beaucoup plus passionnant parce qu'il est en train de questionner tout le temps. Donc, des pistes pour finir et se quitter en beauté. Une histoire de l'art qui intégrerait la BD, mais qui, dans la BD un peu anard de ces fameux pieds nickelés, pourrait à la fois regarder le rapport aux colonies des pieds nickelés, le rapport à l'idéal bourgeois, puisqu'ils arnaquent pour être des bourgeois, et comment finalement on pourrait regarder autrement la BD, mais peut-être voir qu'elle a un message plus que politique à nous donner. Même chose sur le Superman qui naît dans les années 29, en même temps que la crise, et qui est un sauveur de l'humanité. Peut-être que le petit monsieur que voilà, Cabu, tout le monde sait que c'est un immense talent, mais quand il fait une image pour L214 qui conteste
le mal fait aux animaux. Voilà, un débat sur la CIA, la torture. Chez nous, c'est un débat sur le foie gras. Il fait un petit dessin, mais il fait quand même de la politique et c'est plus qu'un intellectuel. Mais est-ce qu'un petit gribouilleur pourrait être un intellectuel? Voilà la question qui s'ouvre pour notre prochaine série de 40 épisodes. Et j'en finis avec une autre figure parce qu'il y a quelque chose de très drôle qui a accompagné toute notre histoire et que je n'ai pas abordé. Ça me permet de faire une conclusion très ouverte. C'est que 1819, Marie Shelley invente cette figure incroyable de Frankenstein, c'est-à-dire, et je me sers de cette science-fiction parce qu'elle est à la fois une science, une fascination pour le pouvoir d'un scientifique qui pourrait, par les progrès, faire quelque chose de plus fort que la vie. Voilà, ça va bien avec notre histoire de l'art moderne, avec ce même Frankenstein qui influence, vous voyez, un film d'Edison. J'ai pris notre Boris Karloff merveilleux parce qu'on a quand même une image qui nous reste de ça. Le Jules Verne qui va questionner la fiction et la science et le rapport de l'un à l'autre avec 1865, La Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes, mais dont on oublie, c'est une merveille que m'a révélé Wikipédia, c'est que Michel Ardan, celui qui est le héros du roman, il est influencé par Nadar, dont il dit, c'est une merveilleuse chose, voilà, cet homme n'avait jamais froid, pas même aux yeux. Bien une merveille de résumer l'un par l'autre ces enjeux qui sont cachés dans une narration qui a l'air moins importante que l'art dit savant, l'art populaire de la fiction, Wells, Voyage dans le temps, qui nous donnera des merveilles de cinéma. Dans les années 20, les débuts de la science-fiction en récit illustré, voilà, qui seulement maintenant commence à être pris en compte dans les histoires de l'art, mais tellement faiblement, ça existe à peine, hein, 1930, les pulps, et dont 4 figures sont assez importantes. Heinlein qui suppose qu'on peut, qui pense un peu la science-fiction, et qui voilà, édite dès 31, dès 47, pardon, des récits. Asimov, là, 39. Et puis le troisième, Clarke, qui va influencer directement le 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, les 3 lois de Clarke qui pourraient nous servir de conclusion. Toute technologie qui arrive trop vite est indiscernable de la magie. Voilà. Comment, quand on se projette, quand on va loin, quand on invente le monde de demain, peut-être qu'il y a du savoir dans ça, peut-être qu'il y a une connaissance dans la science de l'imagination. Je mettais le 4e, c'est Ray Bradbury, c'est aussi les années 40. Vous oubliez peut-être que Flash Gordon, le merveilleux, dès 36 est au cinéma, et le voilà quand même un beau gosse de beau gosse. Trip to Mars, on y va, on est prêt, ça va partir bientôt. Le même Superman qu'on a vu, et les années 40, pour finir, c'est aussi celle de Enigma et de Alan Turing, celle de Vannevar Bush qui imagine une machine qui pourrait, Norbert Wiener l'a dit, je vous l'ai redit, la cybernétique, c'est que nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons nous modifier nous-mêmes. Voilà un enjeu qui date de 40, qui fait que dans la science-fiction, il y a peut-être aussi de la création à une échelle supérieure que de l'art populaire, et peut-être une façon de revisiter la place des intellectuels et de la réflexion au cœur de ce qui nous attend. À bientôt.